BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette dernière émission 2022. On va faire un petit bilan de l'année dans la pub notamment et dans le digital bien sûr. Et pour en parler, nous recevrons le publicitaire de l'année, Wale Badamossi Oyekami, directeur général de Media.Monks Paris. Qui dépense le plus en lobbying parmi les groupes du CAC 40? C'est une information BFM Business. On y reviendra dans le journal de Julien Casqui. Et puis pour terminer, êtes-vous convaincu par la manière dont communique Elon Musk sur Twitter? Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. La réponse dans un instant dans le Focuscom. Voilà le programme de cette dernière Hebdocom. C'est parti, ça commence. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et de notre journaliste BFM Business, Julien Casqui. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca, bonjour à tous. Et nous accueillons aujourd'hui Wale Badamossi Oyekami. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'agence Media.Monks Paris, ex-Derwin, mais on va y revenir. Je précise que l'agence a fusionné avec Sir Martin Sorel. Alors pas avec lui concrètement, physiquement. Non, j'imagine bien. Mais avec l'entité qui dirige désormais, qui s'appelle Media.Monks et qui appartient au groupe S4, tout à fait. Et c'est ex-WPP, il y a 2 ans. Tout à fait. On est bon. Vous faites partie des personnalités récompensées à la 43e édition du Grand Prix des agences de l'année et vous avez remporté le prix du publicitaire de l'année. Est-ce que vous vous y attendez ? Pas du tout. J'ai reçu un email qui m'indiquait cette récompense-là. J'étais très honoré, très flatté. C'est le fruit de 12 ans de travail à la tête d'une agence indépendante qui maintenant appartient à un grand groupe. Et puis c'est une récompense qui est certes individuelle, mais c'est avant tout le fruit d'un travail collectif, quoi. Donc je tiens à saluer l'ensemble de mes équipes et des 180 collaborateurs et collaboratrices qui ont traversé cette année 2022 avec moi et que je remercie chaleureusement aujourd'hui. En tant que publicitaire de l'année, justement, Wale, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette année 2022 pour le secteur de la pub ? Alors on rentre dans ces années post-Covid. Donc on est dans des nouvelles formes de consommation. Les usages et les préoccupations des consommateurs ont changé individuellement et collectivement. On voit aussi l'accélération de la digitalisation qui est indéniable. On en parlera, si vous voulez, par la suite. Et aujourd'hui, la croissance qu'on a vue en 2022 et celle qui se poursuivra en 2023 nous laisse à penser que le choix qu'on a fait d'être positionné totalement sur le digital depuis 10 ans est la bonne solution pour répondre aux attentes des marques, des consommateurs et des usages actuels. Media.Monks Paris vient d'être rebrandé. Pour faire un petit récapitulatif, vous êtes connecté à plus de 9000 salariés dans 32 pays. Vous couvrez donc, comme vous venez de le dire, toutes les expertises digitales et vous proposez des offres qui misent sur le contenu, sur le social media et sur la publicité programmatique. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples qui illustrent bien ces innovations-là ? Oui, on peut parler du cas du client qui est très important pour nous, qui est Google, qui est un client sur lequel on travaille à la fois sur les problématiques de marque, sur les problématiques d'influence, sur les problématiques social media, sur les problématiques de changement de cookies, que vous connaissez aussi, vu que Google a indiqué il y a quelques temps qu'ils allaient mettre fin à ça. Donc sur la réintégration de la data, donc c'est un client qui est principalement une illustration de la force de Media.Monks Paris, qui est capable du coup de servir les problématiques contenu, data, médias et tech pour les clients, qu'ils soient très avancés dans le digital ou dans une réflexion sur leur digitalisation en interne. Frédéric. Donc vous avez rejoint Media.Monks il y a 2 ans. Moi, je me souviens avoir visité l'agence il y a un petit peu plus de temps que ça. Il y avait une table de... Vous avez rejoint Sir Martin Sorel, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, il y avait une table de repassage, la table à repasser, sur laquelle vous avez commencé. Tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce que... Alors, donc, ça a grandi depuis. Qu'est-ce que en gros, qu'est-ce qu'un groupe comme le groupe de Martin Sorel peut vous apporter que vous n'aviez pas ? Et puis, qu'est-ce que ça pose aussi peut-être comme problème d'avoir quand même changé sacrément de taille ? Alors effectivement, c'est un choix que j'ai fait il y a 2 ans, après une décennie d'indépendance, de rejoindre un groupe international. Pourquoi j'ai fait ce choix-là ? Parce que j'étais convaincu que la proposition de valeur qui était la nôtre, savoir une expertise très forte sur le contenu, était pertinente pour le marché, mais qu'elle ne serait pas aussi pertinente sur les années 2020 si on n'intégrait pas en son cœur la data, le média. Est-ce que j'avais la capacité en tant qu'entrepreneur indépendant, autofinancé, de construire une offre d'excellence sur le marché français qui avait un potentiel européen, voire mondial, pour accompagner nos clients? La réponse est non, très honnêtement.
Donc du coup, l'idée de s'associer, de se marier ou de fusionner avec les équipes de MediaMonks, c'est la capacité du coup pour notre équipe qui continue sur l'excellence créative de rajouter à ça des nouvelles cordes à son arc, mais avec un niveau d'excellence. De ne pas repartir de zéro, mais de repartir avec un niveau international, juste en scellant l'alliance de deux équipes. Donc c'est vraiment ce travail-là qu'on a cherché à faire. Sur le marché français, vous êtes où par rapport... Enfin, moi, la question que je me pose, c'est qui vos concurrents sur les pitchs qui est... Alors c'est vraiment très intéressant parce que ça montre bien à quel point notre offre est unique et différenciante. Et c'est le but finalement du développement de MediaMonks Paris, c'est d'offrir quelque chose qui soit unique et du coup qui offre quelque chose de particulier à nos clients. Les concurrents qu'on peut avoir sont différents selon les problématiques. On peut rencontrer des agences créatives qui ont une culture digitale comme Buzzman ou Marcel. C'est des clients, c'est des agences qu'on rencontre. On rencontre parfois aussi beaucoup des agences internationales parce qu'effectivement désormais la vision d'avoir une agence à Paris mais connectée à un réseau international fait que désormais on est sur des appels d'offres de marques françaises à l'international. Donc on peut être face à des agences comme 180 à Amsterdam, on peut être face à BETC qui aussi bénéficie du réseau international. Est-ce que les clients privilégient pas le fait que vous soyez français également dans leur choix? Désormais ou avant? Désormais. Je pense que l'idée de comprendre la culture française, les problématiques françaises, mais d'être capable d'exporter ces marques-là à l'international devient, je pense, pour les marques qui sont digitales ou qui sont en transformation, un enjeu clé. On est dans une volonté de rationaliser, de créer des choses qui soient plus efficaces. Et l'idée d'avoir un partenaire unique capable de déployer de manière cohérente et coordonnée des campagnes localement et à l'international est un bénéfice qui est indéniable pour nos partenaires. Vous avez parlé donc de digital, vous êtes 100% axé sur ça. Ce qui se passe autour de Meta, de Twitter avec les licenciements, avec voilà, il y a moins de croissance qu'avant. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors, c'est une réalité de la bulle qu'on a vécue ces dernières années, il faut s'en rendre compte. La réalité aussi de MediaMonks, c'est que plus de 50% de nos revenus sont associés et générés par des marques totalement digitales. Donc, on est dans un univers digital et on sert des marques digitales. Donc, ça fait partie de notre positionnement. Donc, c'est sûr que l'idée d'avoir des fluctuations ou des turbulences, on va dire, dans les marques digitales qui sont les plus importantes de notre marché, nous fait penser qu'il faut qu'on soit raisonnable et raisonné dans notre développement. Néanmoins, sur l'année 2021, on a eu une croissance de 70%. Sur l'année 2022, on a eu une croissance de 40%. Donc même si nos partenaires, parfois, sont en train de réfléchir à leurs dépenses et leur structure de coûts, on n'est pas aujourd'hui les premières victimes de ces restructurations-là. Malheureusement, c'est souvent l'interne. Parmi vos clients, Netflix, et je voudrais qu'on parle de l'arrivée de la pub sur les plateformes de streaming, la consommation vidéo qui vit un bouleversement sans précédent et c'est que le début. Disney+ qui va intégrer une nouvelle offre également avec de la pub très bientôt. Quel rôle joue MediaMonks Paris là-dessus? Alors, pour être très honnête, on ne travaille pas sur les stratégies d'offres publicitaires pour notre client Netflix. Ils ont noué un partenariat, vous l'avez sûrement vu à l'international, avec Microsoft, qui a été élu comme la régie globale de Netflix. Donc nous, on accompagne dans la promotion des offres désormais qui ont été créées, qui sont des nouvelles offres à des tarifs inférieurs, qui sont à 5,99 en France. On fait le marketing de ces nouvelles offres-là, comme on le fait avec eux depuis 8 ans, mais la stratégie effectivement de publicité n'est pas celle sur laquelle on travaille actuellement. Frédéric ? Vos clients, ils vous demandent, puisque pour vous, c'est du digital d'aller faire de la pub sur Netflix ou c'est de la télé C'est de la vidéo online, comme on appelle, donc c'est de la VOL, donc c'est une expérience de consommation. Netflix, c'est avant tout digital. C'est une disruption de la télévision traditionnelle, c'est pas un signal hertzien ou un signal TNT, c'est de la vidéo en ligne qui nécessite du coup un accès digital. Donc pour moi, ça rentre totalement dans les nouveaux modes de consommation qui se sont accélérés avec le Covid, comme on en parlait précédemment, et qui font partie désormais de l'offre digitale. Et même la manière de vendre le package publicitaire, c'est du CPM et c'est du CPC. Donc on est quand même dans une littérature et dans une gamme de communication de prix qui est celle du digital. Tout à l'heure, je vous ai demandé quels ont été les marqueurs forts pour 2022. Maintenant, j'ai envie de vous demander quels vont être les marqueurs forts pour 2023, pour MediaMonks Paris et pour la pub en général. Alors, les marqueurs forts pour MediaMonks Paris vont être plusieurs. Je pense qu'il y a un véritable travail, comme je l'ai dit, la communication, la publicité, c'est un travail collectif. Donc il va y avoir un vrai sujet de travail avec les équipes, de promotion, de formation, pour continuer l'excellence créative au sein des équipes, parce que c'est avant tout ça notre produit. Notre focus sera sur le fait de développer les clients existants qu'on a, donc les Netflix, les Spotify, les Google, les BMW. Ça fait partie des marques avec lesquelles on a des liens forts et historiques qu'on a envie de continuer de développer pour les accompagner dans l'année 2022 qui sera, je l'imagine, une année challengeante pour tout le monde. 2023. Merci. Qui sera, au-delà de 2022, une année challengeante pour tous. Et donc, du coup, l'ambition de devenir une des agences de la représentation de l'excellence créative et digitale en France est clairement notre ambition.
pour terminer cette interview, on va passer au questionnaire de Julien Casqui. Ouais, avec plaisir. Parce qu'on est tous des cas particuliers, on va étudier le cas Badomasi Oyekami. Allons-y. Est-ce que j'ai bien prononcé C'est pas mal, 9 sur 10. Data en performance, dans le digital, on donne des notes. 10 questions en rafale. Allons-y. 2 minutes, on lance le chrono, c'est parti. C'est parti, votre réseau social préféré? En ce moment, c'est TikTok et YouTube Shorts. Le matin, comment vous informez-vous? J'écoute France Info depuis l'application mobile. Et la BBC World, parce que local et international. Est-ce que vous êtes plutôt Cyril Hanouna ou Yann Barthès? Yann Barthès. Pourquoi? Yann Barthès, parce qu'il y a une forme de populisme désormais chez Cyril Hanouna qui m'exècre. La campagne dont vous êtes le plus fier? La campagne dont je suis le plus fier, c'est la prochaine qui fera en sorte que toute la France entendra parler de Media Monks. On peut savoir laquelle? Rendez-vous dans quelques semaines. La campagne que vous auriez aimé créer? La campagne que j'aurais aimé créer, c'est une très bonne question. Je trouve que la tagline Just Do It est comme extraordinaire en termes de longévité et de potentiel. J'ai adoré la campagne aussi de Captain Copernic pour Nike. Voilà, ça fait 2 réponses. Votre Madeleine de Proust télévisuelle? Ma Madeleine de Proust télévisuelle serait... c'est une très bonne question. Ma Madeleine ma Madeleine de Proust télévisuelle, c'est la série The Wire de David Simon, qui est une des meilleures séries au monde sur Baltimore. La personnalité qui vous inspire le plus dans les médias ou la com? La personnalité qui m'inspire le plus dans les médias ou la com, alors c'est quelqu'un que j'adore, c'est Trevor Noah, qui est le présentateur du Daily Show. Si vous deviez décrire en un mot Sir Martin Sorel? Cerveau. Les 2 ingrédients pour une campagne réussie sur les réseaux sociaux? Populaire, engageante. Et enfin, finissez cette phrase, un bon publicitaire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui... Et curieux, et humble. Et moi, pour terminer, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose? Est-ce qu'il y a une question que j'aimerais recevoir? Vous pouvez dire non. Moi, peut-être mon plus gros regret. Ouais. Allez. Mon plus gros regret, c'est peut-être de ne pas passer assez de temps avec mes équipes. D'accord. Et vous pouvez changer ça? Bah justement, c'est pour ça que je le dis, pour pouvoir le corriger dès 2023. Bon bah super, merci beaucoup. Merci. Badomasi Oyekami, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur général de Media Monks Paris et puis c'est parti pour le journal de Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Et on commence ce journal avec un nouveau record, celui de la photo la plus likée de tous les temps sur Insta. Plus de 70 millions de likes, c'est la photo de Lionel Messi. Si vous êtes en télévision, elle est diffusée juste après la finale de la Coupe du Monde qu'il a postée. On le voit brandir la coupe, sourire aux lèvres avec le maillot argentin et en commentaire. Campeones del mundo, traduction Rebecca, champion du monde. Cette photo, celle d'un œuf, d'un œuf posté en 2019. Léo Messi est le 2e plus gros Instagrammeur derrière un certain Cristiano Ronaldo. Et alors l'autre campeones de cette Coupe du Monde, c'est TF1. Et oui, il a réalisé des records d'audience, plus de 24 millions de personnes pendant la finale de la Coupe du Monde, un meilleur score de l'histoire de la télévision. Sur l'ensemble de la Coupe du Monde, TF1 a généré 150 millions d'euros bruts de recettes publicitaires. L'opération Coupe du Monde pour TF1 pourrait donc être quasiment rentable, fait rare au regard des droits sportifs, du coût des droits sportifs. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est en termes d'image que TF1 gagne son pari. Il conforte sa place de leader et envoie surtout un signal aux plateformes de streaming. C'est ce que nous explique Nicolas Godmet, partenaire média et industrie créative chez OnePoint. C'est que c'est aussi important pour TF1 au moment où un Netflix commence à lancer des services financés par la publicité, au moment où Amazon investit dans Roland-Garros ou dans la Ligue 1, c'est important pour un acteur comme TF1 de rappeler que le média télé, c'est le seul qui est capable de fédérer à un tel niveau 24 millions de personnes en même temps et de les faire vibrer en même temps. Qui dépense le plus en lobbying parmi les groupes du CAC 40? BFM Business a épluché les données de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour établir le classement des entreprises les plus actives sur le terrain de l'influence en 2021.
Et le grand gagnant, c'est Total Energy. Total Energy qui a dépensé 2,5 millions d'euros en lobbying devant Engie et le Crédit Agricole. Code de l'environnement, plan de relance, loi économie circulaire. Total Energy a essayé de peser sur des textes législatifs. 23 millions d'euros ont été en tout déboursés par les entreprises françaises. Et c'est Bouritalon qui est le cabinet de lobbying le plus important de France. Le nouveau Disney ne sort pas en salle en France. Une façon de protester contre la chronologie des médias. Avalonia, c'est le titre du film, est sorti ce vendredi. Et uniquement sur Disney+. Le géant américain n'a pas souhaité attendre les 17 mois pour pouvoir diffuser le film sur la plateforme. Aux États-Unis, où il est sorti en salle avec un budget de 180 millions de dollars, le film a déçu au box-office. Avalonia est une aventure familiale écologiste qui, pour la première fois, met en avant un héros ouvertement gay. Stéphane Courby, le leader mondial de la production audiovisuelle avec Banijé, pourrait se lancer dans l'édition. Selon les informations de BFM Business, avec sa holding personnelle, Stéphane Courby pourrait effectivement racheter 30% d'Editis, filiale de Vivendi. Il fait partie des 4 derniers prétendants. Alors le grand favori, c'est Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque. Reworld Media et Mondadori sont aussi sur les rangs, mais pas avec les mêmes moyens. Pour des raisons de concurrence, la Commission européenne pourrait voir d'un mauvais œil ce rachat par Stéphane Courby, très proche déjà de Vincent Bolloré. Editis est valorisé entre 400 et 500 millions d'euros. Et puis on termine ce journal avec notre campagne Chouchou, la campagne validée par Hebdocom de la semaine. C'est celle du nouveau magazine télé Diverto. Ouais, je sais que vous aimez bien cette séquence, Rebecca. Il a été créé par 53 journaux de presse quotidienne régionale. Ce nouveau magazine remplacera à partir du 6 janvier prochain le TV Magazine du Figaro. Il deviendra aussi le supplément de fin de semaine de la presse quotidienne régionale. Et pour ce lancement, Diverto a fait appel à l'agence Jésus et Gabriel avec une campagne qui met en avant les racines de la télévision tout en abordant ces nouveaux usages. Et quoi de mieux qu'une speakerine pour annoncer les programmes à venir. On écoute. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, ce soir, sur votre petit écran, un reboot du prequel, du spin-off de votre série préférée. Excellent binge-watching à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, ce soir nous diffuserons votre programme sur la TNT et en replay, et en VOD, et sur Internet, et en streaming, et je crois que j'ai fait le tour. Et le magazine veut justement être plus tourné vers les plateformes et le divertissement. La campagne a été déployée en télévision, notamment sur France 3 et les chaînes régionales, en radio, en print et bien sûr en digital. Frédéric, ça vous rappelle des souvenirs, cette campagne ? Ça me rappelle des souvenirs, mais je trouve surtout que ce côté retour vers le futur est particulièrement réjouissant. Et puis pour la rentrée d'Hebdocom, nous recevrons Antoine Daccord, directeur exécutif de Diverto, pour tout savoir sur le lancement de ce nouveau magazine. Merci Julien pour ce dernier journal de l'année. Très bonne année à vous Rebecca et à vous Frédéric aussi. Merci, merci beaucoup. C'est parti pour le Focus. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Êtes-vous convaincu par la manière dont communique Elon Musk sur Twitter avec son audience à travers ses vidéos, ses blagues, ses mèmes et ses sondages? Et la réponse est non. Seuls 36% des Français apprécient la com d'Elon Musk, qui a racheté le réseau social en octobre dernier. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Charlotte Ezen, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Tilder et on reçoit aujourd'hui Mathilde Aubineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en communication et co-auteure de Ce que les Nobel ont à nous dire. Mathilde, ça fait résonance au sondage qu'il a lui-même fait mardi, demandant s'il devait démissionner de Twitter. Résultat, départ demandé à 57%. Qu'est-ce que les gens n'apprécient pas dans cette communication chez Elon Musk ? Alors Elon Musk, on le voit, il fait ses vidéos, ses tweets, ses sondages, toujours dans l'outrance, toujours dans la provocation. Et ça fait énormément parler.
Pourquoi ? Alors que les tweets, finalement, des tweets pas très intelligents, il y en a des milliers. C'est parce que c'est Elon Musk. Et finalement, qui c'est Elon Musk ? Qui prend la parole ? Est-ce que c'est le premier ou le deuxième homme plus riche du monde qui s'amuse sur Twitter ? Est-ce que c'est celui qui se revendique comme libertaire ? Est-ce que c'est au contraire le génie qui nous a tous fait rêver en parlant et en étant très concret par rapport à la vision, la conquête de l'espace ? C'est tout ça à la fois. C'est quelqu'un d'extrêmement complexe, qui est d'une audace extrême, qui est sans limite, mais finalement... On est loin du leader qui a une vision forte, qui entraîne. Là, il joue finalement à des petites phrases et c'est pas du tout stratégique pour la suite, pour l'image, pour la stature aussi de Twitter. La marque employeur, quand il est arrivé chez Twitter, on a vu ses réactions, la façon dont il traite aussi ses collaborateurs, et puis les annonceurs également, et puis pour ses autres marques aussi. Charlotte ? Ce qui est, moi, je trouve très intéressant, c'est que on voit qu'il y a une forme de lassitude qui s'est finalement installée. Quand il a pris les manettes de Twitter, on a en effet vu la vision très forte qui se dégageait d'un personnage très spécifique, qui intrigue énormément. Et puis cette stratégie, finalement, à travers les sondages, c'est une nouvelle façon de manager une entreprise, on peut l'imaginer comme ça, de manager aussi l'ensemble du personnel de Twitter. Il y a eu un effet waouh quand il a pris les manettes de ce réseau social, qui est clairement en train de s'éroder. Et ce qu'on observe, c'est qu'il est pris aujourd'hui à son propre piège, puisque ce dernier sondage dans lequel il demande s'il reste ou pas à la tête du réseau social lui est clairement défavorable. Donc, quelque part, c'est un retournement de situation qu'il a dû sans doute voir venir, mais qui aujourd'hui crée une vraie rupture de confiance et de crédibilité pour lui, à mon sens. Oui, et puis d'ailleurs, il s'est pris à son propre piège, à tel point que derrière, il a tweeté « Je démissionnerai quand j'aurai trouvé quelqu'un d'assez fou pour accepter le poste. Après ça, je me contenterai de diriger les équipes logicielles et les serveurs. » C'est un peu une façon de dire, finalement, je démissionnerai, mais pas maintenant, donc on ne sait pas quand. Tout à fait. Je trouve que c'est aussi une façon de louvoyer, finalement, puisque à la fois, il dit qu'il quittera en effet son poste, mais qu'il en restera le chef technique, technologique, le CTO, comme on dit dans les entreprises, ce qui fait qu'il gardera évidemment la main sur la façon dont fonctionnera le réseau social, tout en rassurant potentiellement, notamment les actionnaires de Tesla, qui trouvent que jusqu'à présent, il passait beaucoup de temps à s'occuper de Twitter, au détriment de Tesla, qui reste sa vache à lait, l'entreprise qui le fait vivre et à laquelle il doit absolument consacrer du temps et de l'énergie. Mais au fond, comme vous disiez, Mathilde, c'est surtout un changement d'image, c'est-à-dire qu'avant qu'il soit à la tête de Twitter, effectivement, c'était le type qui avait fait Tesla, qui avait envoyé des fusées dans qui était un peu rigolo et un peu barré par certains côtés. Puis en fait, pour dire les choses, on s'aperçoit que c'est plutôt un sale type, non ? C'est-à-dire qu'il vire tout le monde, il vire les gens en 2 heures. Absolument. Il ne tient pas sa parole, il change d'avis toutes les 5 minutes. Il n'est pas rassurant en tout cas. Il n'est pas rassurant. Il y a Gérard Kersenti qui a beaucoup écrit sur les leaders. Il parle des leaders narcissiques avec le risque finalement de croire que tout leur est permis. Oui. Et là, on le voit finalement, ils s'autorisent tout, des attaques ad hominem. Finalement, on est très loin de ce patron au départ, finalement avec tous ces possibles, mais qui tirait vers le haut. On se disait c'était une autre Amérique. Là, il s'en détache complètement de cette image, en effet. Ouais, et jusqu'à prendre le risque d'un désaveu public. Et c'est quand même ce à quoi on a assisté clairement ces derniers jours. Et puis, pourtant, les plus réceptifs, donc ceux qui sont pour son maintien, enfin Elon Musk qui reste à la tête de Twitter, ce sont les plus jeunes et les catégories populaires et les habitués du réseau social. Et c'est ça que je comprends pas très bien. Oui, moi je l'interprète de la façon suivante. Ce qui était évidemment très innovant, c'était cette méthode d'interrogation de son public par ces référendums lancés en permanence et sur tous les sujets, aussi bien sur le fonctionnement de Twitter que sur la guerre en Ukraine il y a quelques semaines. Donc ça, pour ceux qui sont en effet des grands habitués des réseaux sociaux, ça a été vécu comme extrêmement innovant. Et on comprend que ce public de jeunes et d'habitués de Twitter continue à trouver que c'était quand même une vraie rupture dans la façon dont fonctionnaient les réseaux sociaux.
En revanche, je pense vraiment que si on refait ce sondage dans quelques semaines, on verra que la lassitude qui s'installe fait que cet effet vraiment innovant va s'éroder petit à petit. C'est déjà le cas pour les autres publics. Même pour les habitués de Twitter. Merci beaucoup Charlotte Eusen, vous êtes associée chez Tilder, et merci Mathilde Obino, vous êtes enseignante en communication et co-auteure de ce que les Nobel ont à nous dire. C'est parti pour la chronique média de Frédéric Roy. BFM Business, Hebdocom, la chronique média. Frédéric, vous nous posez la question de confiance cette semaine. Oui, Rebecca, pourtant je ne suis pas Premier ministre, mais je vous parle de la confiance, en l'occurrence dans les réseaux sociaux, on y reste. Mais je ne vais pas vous parler d'Elon Musk pour une fois, mais de la confiance des consommateurs et des marques dans ces plateformes en général. Une société qui s'appelle Integral Ad Science, IAS, a fait une étude sur cette question et elle montre que la confiance en réalité est en baisse. IAS, c'est les spécialistes de la fraude publicitaire, de la détection de la fraude et de la lutte contre la fraude publicitaire en ligne. Alors, certes, il n'y a pas non plus le feu au lac. Ils sont encore 9 annonceurs sur 10 à prévoir de faire de la publicité sur les plateformes sociales en 2023. Mais l'étude montre qu'ils vont dépenser moins d'argent parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de transparence en réalité dans ces médias. C'est assez paradoxal. D'un côté, les annonceurs prévoient de continuer à investir dans les réseaux sociaux, mais de l'autre, ils ont peur de la fraude. Oui, en réalité, c'est le grand écart qu'il y a entre l'attirance pour l'engagement que procurent ces réseaux et la crainte qu'ils suscitent. Évidemment, l'attirance, l'engagement, pour un annonceur, c'est génial, un consommateur sur un réseau social, parce qu'on connaît son nom, son adresse, on sait où il habite, on sait ce qu'il aime. C'est formidable. Surtout à une époque où les cookies sont en train de disparaître, et donc c'est un moyen excellent de mieux connaître ses clients. Mais malheureusement, de l'autre côté, il y a en effet le risque que, dénoncé en l'occurrence par Elon Musk à juste titre, des faux comptes sur Twitter, mais sur d'autres réseaux sociaux, des méthodes pour augmenter artificiellement les audiences des pubs. Et donc la pub est loin d'être en numérique, est loin d'être un jardin d'Éden. Comme le souligne le rapport d'IAS, cette relation est basée à la fois sur l'intérêt et sur l'inquiétude. Et apparemment, c'est plutôt l'intérêt qui prévaut. Oui, parce que quand même, la puissance de Facebook, Instagram et TikTok, les milliards de clients qui s'y promènent toute la journée, est évidemment capable d'aimanter les annonceurs et leurs agences. Et tant pis si il y a parfois des problèmes, ça vaut quand même largement le coup d'investir là-dessus. Aujourd'hui, les réseaux captent l'essentiel de la publicité. Ils auraient tort pour autant de se satisfaire de cette situation, car leur image se dégrade. À nouveau, je ne parlerai pas spécifiquement d'Elon Musk, mais on sait que toutes les questions de brand safety, autrement dit de garantie, de sécurité de l'image des marques, sont extrêmement sensibles pour les annonceurs qui n'aiment pas se trouver en position délicate. C'est précisément sur ce point d'ailleurs que les médias traditionnels ont encore une carte à jouer pour compenser leur manque de puissance par rapport à ces grands réseaux. Le match entre les anciens et les modernes est donc loin d'être terminé. Merci beaucoup Frédéric, et je voudrais remercier pour cette dernière émission de l'année ma Dream Team sans qui rien n'aurait été possible. Alban Brusson, Florian Hénin, Léo Dumas et Timothée. Rendez-vous donc en 2023 pour plein de nouvelles aventures Hebdocom. Très très belle fin d'année sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.